Donc j'espère qu'on vous a présenté l'atelier comme il se doit. Donc si vous avez bien compris, vous êtes des journalistes, des apprentis journalistes. Imagination, donc ça a lieu en novembre. On commence par des ateliers avec des scolaires, avec vous, parce que c'est aussi intéressant pour vous de vous placer dans cette position de journaliste. Cette année, le thème, c'est le journalisme scientifique. Donc c'est pour ça aussi qu'on a sollicité le centre hospitalier Annecy-Genevois, donc ici en présence du docteur Dorez. Donc j'espère que vous avez préparé plein de questions pour qu'il puisse y répondre. Donc le docteur Dorez va commencer par une petite introduction, ce qu'il fait, son métier, le don d'organes, le prélèvement d'organes, les enjeux que ça peut soulever. Ça va vous donner des billes aussi à vous, je pense, pour les questions si elles ne sont pas encore prêtes. Et voilà, le docteur va y répondre et vous allez avoir des interactions, j'espère, assez riches, puisque pour vous, en terminale S, ça peut concerner beaucoup de matières. Votre professeur de philo est là aussi. Donc ça concerne la SVT, ça concerne le français, puisque vous êtes en position aussi de journaliste, donc d'intervieweur. Ça concerne la philosophie, puisqu'il y a plein d'enjeux éthiques aussi autour du don d'organes et du prélèvement d'organes. Donc j'en dis pas plus, le docteur est là pour répondre à vos questions et vous, à vous exercer à ces interviews. Voilà, bonne séance à tout le monde. Je vais présenter un peu le cadre dans lequel je travaille. Donc, je suis le docteur Doré, je suis médecin coordinateur des dons d'organes et de tissus à l'hôpital d'Annecy. Je suis d'abord médecin pour commencer. Donc, les études de médecine, on a peut-être dans la salle qui serait intéressée par ces études secondairement ou des études dans le domaine sanitaire. Moi, ça me ramène à quand j'avais votre âge, où théoriquement, en terminale, je devais intégrer une prépa scientifique pour faire une école d'ingénieur. Et puis, finalement, je me suis dit non, je préférerais peut-être soigner des gens. Et je me suis orienté vers le métier d'infirmier. J'ai fait un diplôme d'infirmier. Et puis en fin d'études d'infirmier, je me suis rendu compte que je n'avais pas beaucoup de perspectives d'évolution professionnelle dans ce domaine-là. Et je me suis dit, je vais faire docteur, parce que j'aurai plus d'autonomie et tout ça. Et je me suis projeté dans cette démarche-là d'essayer de devenir docteur en étant déjà infirmier. Et puis de fil en aiguille, mes préoccupations médicales se sont portées sur les malades les plus graves, donc j'ai fait de la réanimation. Et dans certains cas de patients très graves, en réanimation, il n'y a qu'une seule issue possible quand on a un cœur qui ne marche plus du tout, c'est la transplantation cardiaque, ou quand on a des reins qui ne marchent plus du tout, c'est la transplantation rénale, ou un foie qui ne marche plus du tout, et c'est la transplantation hépatique. Donc j'ai eu la chance de travailler à Lyon dans plusieurs services de réanimation où j'ai pu participer à la prise en charge des transplantation d'organes, essentiellement reins et foie. Et puis tout naturellement, derrière, quand je suis venu à Annecy, on ne fait pas de transplantation sur l'hôpital d'Annecy, mais on prend en charge des donneurs d'organes potentiels qui vont pouvoir éventuellement donner leurs organes pour que des patients, éventuellement d'Annecy ou de Haute-Savoie, soient greffés à Grenoble ou à Lyon, le plus souvent, d'organes qui leur permet soit de survivre et de vivre carrément, soit d'avoir une qualité de vie meilleure, parce que quand on a une insuffisance rénale chronique terminale, il y a une technique qui s'appelle la dialyse qui peut remplacer le fonctionnement des reins, mais c'est venir 3 fois par semaine à l'hôpital, y rester au moins 5 heures, enfin c'est très contraignant, et la plupart du temps, les gens qui sont insuffisants rénaux chroniques dialysés ne peuvent même plus travailler tellement il y a de contraintes autour de la suppléance. Alors que quand ils sont greffés d'un rein, ils vont pouvoir reprendre une activité et une vie sociale à peu près normale. Donc c'est des enjeux importants de santé publique et puis de santé pour les gens malades, et quelques situations qui sont vraiment des situations vitales, puisque quand on a, notamment pour le cœur, des fois il n'y a que 1, 2 ou 3 jours pour pouvoir sauver quelqu'un, lui trouver un greffon qui puisse être transplanté. Alors dans les questions et les différentes réflexions qui m'amènent un peu à venir vers vous, il y a des questions qui peuvent vous intéresser. La première, je pense, c'est la solidarité. Le don d'organes et la greffe, c'est un des plus beaux exemples humains de solidarité
on va pouvoir donner un organe à quelqu'un d'autre pour l'aider à survivre. Et donc ça, c'est une chaîne de solidarité qui est fondamentale dans le monde sanitaire, avec plusieurs maillons pour arriver du prélèvement à la transplantation d'organes. Et ça, c'est un exemple de solidarité qui me paraît assez important et démonstratif dans nos sociétés où actuellement on a l'impression que les solidarités ne sont pas très bien exprimées et qu'on retourne un peu vers de l'individualisme. Je pense que une des passions du médecin, c'est aussi de pouvoir travailler dans cette chaîne de solidarité. Il y a, pour des questions qui vous intéressent peut-être un petit peu plus, il y a dans le mécanisme de la transplantation, il y a la question de l'acceptation de l'autre, hein, qui est une question, j'en profite, qui est le professeur de philosophie pour en parler, mais on prend un tissu, un organe exogène qui va être implanté dans un autre organisme et on a forcément une réaction de rejet qui apparaît. Donc dans ce rejet, il y a bien sûr plein de médiateurs chimiques qui interviennent et physiologiques qui interviennent, mais aussi philosophiquement, il y a quand même cette notion de tolérance d'une partie de l'autre pour pouvoir continuer à vivre normalement, qui est à l'origine de débats philosophiques. Est-ce que la solidarité, entre guillemets, d'un individu, elle peut aller jusqu'à ce que certains ont dénommé l'étatisation du corps, en disant les organes sont prélevés, ensuite ils sont greffés, et tout ça c'est régulé par le ministère de la Santé ou ses branches. Est-ce que c'est bien raisonnable que ce soit fait comme ça? Il y a des philosophes qui se posent des questions dans ce sens-là, et il y a pour ça tout un tas d'éléments de cadrage juridiques et médicaux qui sont faits pour prévenir un petit peu ces questions éthiques et philosophiques qu'il peut y avoir. Le prélèvement et la transplantation en France, c'est un acte qui est anonyme. Le receveur ne peut pas connaître le donneur qui lui a permis d'être encore vivant. Il est gratuit pour l'ensemble des prises en charge, que ce soit des donneurs décédés ou des donneurs vivants. Et puis, il s'inscrit dans un programme qui est régulé au niveau national. Je ne sais pas si vous avez une idée du nombre de patients qui sont en attente de transplantation chaque année en France. Un ordre de grandeur, non? On considère actuellement qu'il y a environ entre 12 et 13 000 patients qui sont aujourd'hui en attente de transplantation. Sur l'ensemble de la France, il y a environ, dans les 12 à 13 000, il y a un peu plus de 8 000 patients en attente de transplantation rénale. Et puis après, ça se partage aux alentours de 2500 attentes de transplantation hépatique. Et puis après, les transplantations pulmonaires et cardiaques sont bien plus rares, mais elles sont quand même nécessaires, et il est nécessaire de trouver des organes pour ça. Voilà, donc c'est une idée de besoin dans cette chaîne de solidarité. L'anonymat est parfois un peu pesant, puisque quelqu'un qui est greffé, souvent on parle de don, et donc quand on fait un don, la personne à qui on donne veut le plus souvent exercer un contre-don. C'est normal, tu m'as donné telle partie, donc pour te témoigner ma gratitude, je vais te redonner quelque chose en échange. J'espère que c'est des valeurs qui sont encore présentes parmi vous, entre camarades, parce que c'est des choses qui sont importantes. Et le contre-don, en France, c'est un petit peu difficile de se manifester. Donc c'est pour ça que, par exemple, les établissements doivent mettre en place un lieu de mémoire pour que soit les familles de donneurs, quand les donneurs sont décédés, ou les patients greffés puissent se recueillir à un moment ou déambuler dans un lieu de mémoire pour pouvoir commémorer la reconnaissance que le greffé, par exemple, il peut avoir vis-à-vis du donneur. Excusez-moi, j'ai juste une question. Dans le cas des dons de reins entre personnes en vie, là, l'anonymat... Donc le don du vivant, c'est là, bien sûr, l'anonymat tombe,
puisque c'est une démarche qui doit être active. Et le don du vivant, c'est en général soit dans la fratrie, soit par lien ascendant, mais ça peut aussi être maintenant quand le lien de cohésion amicale, il n'y a plus forcément la notion de famille qui intervient, peut être témoigné pendant plus de 2 ans. Donc les dons du vivant, ça représente environ, maintenant en France, 20% des transplantations rénales. C'est exceptionnel en foie et en transplantation hépatique. Et puis pour les transplantations pulmonaires, ça ne se fait pas en France. Et bien sûr, le cœur, il y en a qu'un, donc on ne peut pas donner son cœur du vivant, il faut forcément être décédé pour pouvoir donner son cœur. Et donc, dans le cadre du don du vivant pour les reins, on prend, les chirurgiens prélèvent un des 2 reins pour pouvoir greffer à la personne qui est en attente. Et il y a aussi maintenant développé des stratégies d'appariement, non plus entre 2 personnes, mais entre une vingtaine de couples, entre guillemets, de donneurs-receveurs, avec une circulation qui est possible. C'est dans les nouvelles lois de les lois de bioéthique qui ont été dictées en 2011, et pour l'instant, il n'y a pas eu de réalisation de ce tour à plusieurs couples de donneurs en France. C'est aux États-Unis, vous l'avez de temps en temps dans les séries télévisées, où il y a un donneur d'organes un couple de donneurs d'organes qui est évoqué pour être greffé avec un autre, à partir d'un autre couple en fait, de donneurs. En termes de catégorie de donneurs, donc vous l'avez compris, la plupart des donneurs sont ce qu'on appelle des donneurs décédés. On peut donner ses organes après sa mort, le plus souvent. Alors c'est un sujet, la mort, c'est un sujet qui n'est pas très dans vos préoccupations à votre âge, et heureusement, mais c'est quand même une situation où il faut plutôt avoir exprimé sa position autour de ses proches, ses parents, ses amis, tout ça, pour savoir si on est donneur ou pas, puisque c'est important de caractériser cette étape-là avec ce qu'on appelle en France tout le monde, vous êtes tout le monde est donneur d'organes. Hein, c'est par défaut, c'est la législation depuis 1976 et renforcée en 1996 qui dit que tout le monde est donneur d'organes, sauf si on a manifesté son opposition de son vivant, soit en le disant à ses proches, soit en s'inscrivant sur le registre national des refus. C'est un registre qui est centralisé à Paris et qui permet d'exprimer votre opposition. Voilà. Mais sinon, tout le monde, après sa mort, peut être considéré comme donneur d'organes. Le don, donc vous avez compris, le don d'organes, c'est essentiellement après les décès. Ça peut être dans le cadre du donneur vivant, et là aussi, le don, s'il est plus anonyme, il reste gratuit, c'est-à-dire que pour la personne qui va donner son rein, par exemple, à son frère ou à sa petite sœur, toutes les prises en charge médicales et chirurgicales doivent être remboursées par la sécurité sociale, par l'assurance maladie, pour que le donneur n'ait pas de frais supplémentaires à engager. Et il y a là aussi un travail important de compréhension et d'interaction et de construction de ce don, parce que donner un organe à quelqu'un d'autre, c'est pas un geste anodin, à la fois pour celui qui donne et puis pour celui qui reçoit, où là le contre-don et la reconnaissance est souvent très peut être source de conflits et de difficultés. Donc il faut que ce soit bien borné, le don du vivant, entre donneur et receveur, avec un certain délai de réflexion qui souvent est de plusieurs mois, pour pouvoir acter finalement ce don du vivant. Alors, je peux poser maintenant ma question? Bien sûr. Ça va changer en quoi la vie du donneur, d'avoir un rang en moins pour lui, en fait? Il y a peu de conséquences, puisque les reins, il y en a 2. Ils assurent à peu près moitié-moitié de fonction rénale à eux deux.
Et on a largement, avec un seul rein, on a largement de quoi vivre jusqu'à la fin de ses jours. Donc pour le donneur, il y a peu de retentissement pour des décennies quoi, en fait, hein, après le don. Et maintenant, les interventions qui permettent de prélever le rein chez le donneur vivant, ça se fait par célioscopie, c'est des petites incisions qui permettent d'avoir moins de douleurs post-opératoires et d'avoir pas trop de cicatrices. La cicatrice qui reste, après, elle est grande comme ça, parce que le rein, c'est un organe qui est à peu près grand comme ça. Et il faut pouvoir quand même le sortir une fois qu'il est prélevé. Le don du vivant, c'est les meilleurs résultats de greffe qui existent à partir de donneurs vivants. Les autres, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler des pays où la sécurité sociale n'existe pas? Comment ça se passe le don d'organes quand la transplantation n'est pas prise en charge par l'État? Tous les modèles sont variables. Du don qui est complètement payant, notamment pour beaucoup aux États-Unis. L'ensemble de la démarche, elle est pratiquement payante et on peut acheter un organe s'il est compatible aux États-Unis. La plupart des pays occidentaux ont des systèmes de prise en charge qui vont permettre le don et la greffe derrière avec une prise en charge. La Chine, par exemple, un système particulier parce qu'il ne rembourse, le système d'assurance, l'équivalent du système d'assurance maladie de la Chine, ne rembourse le traitement immunosuppresseur que pendant 1 an. Ensuite, c'est aux patients de se payer le traitement immunosuppresseur qui va permettre la tolérance de l'organe greffé pendant des années et des années. Donc en Chine, ils ont beaucoup d'échecs secondairement parce qu'après 1 an, il y a des gens qui sont greffés qui ne peuvent plus payer le traitement immunosuppresseur, donc ils font un rejet. Ils se retrouvent sur la situation d'insuffisance d'organes qui peut exister. En Iran, par exemple, il n'y a que des donneurs vivants et c'est payant. Et il y a un tarif, par contre, qui est fixé par le ministère de la Santé iranien, qui dit une greffe d'organes, c'est l'équivalent de 25 000 ou 30 000 euros, et tous les reins valent 30 000 euros. Et n'importe qui veut donner un rein à une autre, qui veut vendre un rein à une autre personne, entre guillemets, peut le faire. Voilà, tous les circuits existent. Après, il y a des pays où il n'y a pas de régulation, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir du trafic d'organes où les gens sont prélevés pas toujours en étant consentants, en plus, même rémunérés. Voilà, c'est des situations qui sont quand même exceptionnelles maintenant dans le monde, puisqu'il y a une régulation mondiale avec l'Organisation mondiale de la santé qui permet de minimiser ce genre de choses. Mais le trafic d'organes, c'est un peu aussi ce à quoi tu pensais derrière, le trafic d'organes, comme toujours, il est organisé par les riches au détriment des pauvres. Il n'y a pas de solidarité dans cette chaîne-là. C'est pour ça qu'il faut que ce soit gratuit. C'était le principe français de la gratuité autour du don d'organes et de la transplantation, parce que ça annule pratiquement tous ces conflits de pouvoir et d'argent qui peuvent naître dans ces cas-là. Je continue un petit peu du point de vue de plus peut-être ce qui peut vous intéresser pour faire la boucle avec la semaine de la science. Donc à Annecy, on a une certaine dynamique autour du prélèvement, du don d'organes et du prélèvement d'organes. Et l'hôpital d'Annecy a été un des premiers hôpitaux français à être autorisé pour une catégorie de donneurs qui s'appelle les donneurs Maastricht 3. C'est des décès qui surviennent dans les services de réanimation, alors qu'on a décidé d'arrêter les traitements parce que la prise en charge médicale était jugée futile. Il n'y avait pas d'espoir de guérison de la personne. Et donc, bien sûr, en accord avec donc dans un service de réanimation, la plupart du temps, le patient est plus en état de donner son avis, et donc les proches qui vont recueillir
avec lesquels on va discuter pour pouvoir justifier de l'arrêt des traitements. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des modifications des lois Leonetti sur l'accompagnement de fin de vie. Voilà, tout ça, c'est des modifications assez récentes. Et donc Annecy a pu être un site pilote, et le premier site autorisé en France à faire ce nouveau type de préanalyse. Donc ça, c'est pour vous dire que même quand on n'est pas universitaire, que quand on n'est pas affilié à un labo de recherche, on peut, dans des organisations où on a réussi à travailler, à faire ses preuves, à montrer qu'on avait une certaine efficacité dans notre travail, à développer des innovations qui peuvent être portées et reconnues au niveau national, quoi. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment de la recherche universitaire au sens où vous pouvez l'entendre, des protocoles, des expérimentations et tout ça, mais dans l'innovation organisationnelle, il y a un champ de travail qui est très très important. Ce qui est reproché aux universités françaises en général, c'est de ne pas savoir faire le lien entre les besoins que peuvent avoir la population dans tel ou tel domaine et leurs travaux fondamentaux de recherche clinique. Et l'innovation d'organisation, de transition de la recherche vers la pratique clinique pour ce qui est de la médecine, ça c'est un champ qui est très sous-développé en France, entre guillemets. Il y a peu d'éléments de transition, d'organiser entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée ou l'innovation pour des prises en charge. Ça, c'est un autre thème qui dépasse largement le don d'organes et la greffe. S'il vous plaît, concernant le suivi psychologique des greffés, est-ce qu'il y a un suivi psychologique? Alors pour les greffés, avant qu'ils soient greffés, il faut qu'il y ait une évaluation du profil psychologique. Est-ce que le patient qui est en attente de greffe ou qui va être inscrit sur une liste d'attente de greffe, est-ce que c'est quelqu'un qui prend bien son traitement habituellement? Parce que le traitement immunosuppresseur, il va être pris tout au long de la vie jusqu'à la fin de vie du greffon ou du patient. Ça nécessite ce qu'on appelle de la compliance au traitement. Il faut que le patient accepte de prendre son traitement régulièrement pour pas être soumis aux réactions de rejet. Donc il y a une évaluation psychologique avant la greffe. Et le plus souvent, il y a des suivis psychologiques qui sont mis en place aussi pour être sûr d'avoir une adhérence au traitement pendant plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années. Il y a des retentissements, par exemple, pour vous qui êtes jeunes. Il y a des enfants qui sont des fois greffés vers l'âge de 6-10 ans. Et avec l'adolescence, ils oublient qu'ils ont été greffés, souvent. Et donc, comme ils ont oublié qu'ils ont été greffés, même 6-7 ans après, comme ils oublient qu'ils ont été greffés, ils ne veulent plus prendre leur traitement immunosuppresseur. Ça, c'est une des difficultés de la transplantation pédiatrique, par exemple, puisque souvent l'enfant gomme tous les mauvais souvenirs de sa maladie avant qu'il soit greffé. Après, il était en bonne forme, et donc il ne se rappelle plus qu'il a été greffé. Il se dit, c'est plus la peine que je prenne mon traitement immunosuppresseur, j'en vois pas l'intérêt. Donc les enfants, c'est une cohorte spécifique de suivi de psychologique. Et puis il y a des organes qui n'ont pas le même impact, le même retentissement psychologique quand le patient est greffé. Souvent on dit que l'organe qui a le plus d'impact sur l'évolution, les questions que peut se poser le malade, c'est la transplantation. C'est quel organe qui vous paraît le plus... Le cœur, oui. C'est la transplantation cardiaque, il y a quand même tout le mythe que la vie tient autour du cœur, alors que la vie elle est toute dans la tête. Quand la tête ne fonctionne plus, ça ne marche plus.
voilà, ça reste quand même symboliquement, et dans toutes les sociétés occidentales, le cœur qui est le centre de la vie, donc la tolérance du greffé cardiaque à accepter son greffon, à éliminer la culpabilité de la personne qui est morte et qui a pu lui donner ce cœur-là. Voilà, c'est des sentiments qui persistent longtemps et qui nécessitent des prises en charge psychologiques aussi. Le poumon aussi, hein, c'est un organe qui est assez sensible parce que le poumon c'est le souffle de la vie, comme on dit. Et voilà, les greffés pulmonaires sont un peu dans la même dimension que le greffé cardiaque. Sans traitement immunosuppresseur, c'est sûr qu'ils vont faire un rejet ou il y a des chances que ça marche sans traitement? Alors ça, il y a un peu de physiologie là-dedans. Hein. Il y a un rejet qui est le rejet d'un organisme, d'un composant cellulaire externe. Il est systématique. C'est un moyen de se protéger contre les agressions externes, contre les infections, mais aussi contre l'implantation d'un organe qui n'est pas le nôtre, qui est une réaction naturelle de l'organisme. Donc il y a une prise de traitement immunosuppresseur qui est obligatoire tout au long de la vie, puisqu'on n'arrive jamais, à part entre jumeaux vraiment, comment on appelle ça, je me souviens plus de la terminologie, mais enfin les vrais jumeaux, hein, ceux qui dans la première division cellulaire se trompent et donnent 4 cellules au lieu d'en donner 2. Donc ça, c'est des vrais jumeaux. Ceux-là, ils peuvent être greffés de l'un à l'autre. Sinon, le patrimoine génétique, après, il est différent entre jumeaux, ça survient après les premières divisions. Et ce patrimoine génétique, il ne permet pas de tolérer l'autre. Ça, c'est une réaction normale. Donc le traitement immunosuppresseur, toute la vie, qui reste au greffé. Il y a des organes, par contre, qui sont plus immunotolérants, entre guillemets, qui génèrent plus d'immunotolérance. Le foie, en général, les greffés hépatiques sont ceux qui ont le traitement immunosuppresseur le plus léger. Parce que le foie contient beaucoup de cellules à compétence immunitaire qui s'appellent les cellules de Kupfer, et ça permet de générer plus de facilité à tolérer, entre guillemets, l'organe qui est greffé par rapport à l'organisme qui porte toute la mémoire de l'immunité cellulaire et humorale. Quand vous avez un organe à disposition et plusieurs demandeurs d'organes, est-ce que vous allez en privilégier certains ou pas? Donc le don est anonyme et gratuit. Les organes, ils sont, pour notre travail quotidien, quand on a un donneur, les organes, ils sont qualifiés. C'est-à-dire, on dit, chez cette personne qui est décédée, il peut y avoir un prélèvement de rein, il peut y avoir un prélèvement de foie, de cœur et de poumon. Ensuite, toutes les caractéristiques immunologiques du patient, son groupe sanguin, son groupage tissulaire HLA, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, non c'est un dérivé des groupes sanguins, qui est porté par les cellules, par les lymphocytes essentiellement, mais pas que. Donc ça permet de caractériser les receveurs qui vont pouvoir accepter ce greffon de ce donneur. Et ensuite, il y a des listes d'attente dans tous les centres greffeurs, et il y a un système de répartition maintenant qui est centralisé à Paris, à l'Agence de biomédecine, qui s'appelle le pôle de répartition des greffons, où il y a une grosse base de données, et on sait que dans tel centre, il y a telle personne qui attend tel type de rein avec tel groupe sanguin, tel groupe HLA, et c'est justement le donneur qui est présent à Annecy. Donc il sera prioritaire pour cet organe. Puis il y a d'autres situations comme le cœur, où la transplantation cardiaque, 60% des transplantations cardiaques, elles sont en urgence, c'est-à-dire que le patient qui doit recevoir la greffe, il est inscrit maintenant par exemple, et il aura on est mercredi, il aura jusqu'à vendredi pour être greffé s'il y a un greffon disponible. Donc lui, il devient un prioritaire pour le cœur, pour tous les autres, par rapport à tous les autres patients en attente de greffe. En transplantation pulmonaire, il y a un petit peu d'urgence aussi. En transplantation hépatique, il y a un petit peu de poids à l'urgence aussi, s'il y a
ce qu'on appelle les hépatites fulminantes qui peuvent tuer quelqu'un en 24 heures. Et donc là aussi, on peut avoir besoin d'un greffon en super urgence. En transplantation rénale, il n'y a pas de système d'urgence, parce que pour le rein, on peut toujours faire de l'hémodialyse pour remplacer le fonctionnement des reins pendant quelques jours ou quelques mois ou quelques années. Donc la répartition, elle est indépendante de l'endroit où est le donneur. Ça peut être, les organes peuvent être répartis dans toute la France après, et c'est les priorités des transplanteurs et des patients donc, qui attendent et qui font qu'à un moment donné, tel organe va partir à tel endroit ou à tel endroit. Et puis il y a quelqu'un qui peut être à un moment donné en top de liste d'attente, par exemple, pour un poumon sur l'équipe de Lyon, et puis qui, au moment où on l'appelle pour être greffé, va avoir une infection pulmonaire qui va contre-indiquer la greffe le jour J. Voilà, donc il faut pouvoir se rabattre sur d'autres receveurs potentiels pour pouvoir ne pas perdre de greffon. Cette organisation en France, elle est assez performante, puisqu'il y a très peu de pertes de greffons. C'est-à-dire quand il y a un greffon qui est disponible pour être transplanté, il est en général transplanté, et il y a, en France, on est à 98,5% d'utilisation des greffons qui sont prélevés. Est-ce que l'âge du receveur et du donneur fait partie des critères pour que ça soit compatible pour les gars? Alors là, j'interviens dans le on va dire jusqu'à 15 ans à peu près. Théoriquement, c'est jusqu'à 18 ans, mais jusqu'à 15 ans, parce que jusqu'à 15 ans, les morphologies peuvent être encore des morphologies d'enfants. Et donc, le receveur pédiatrique est une priorité nationale. Quel que soit il y aura toujours une priorité donnée à l'enfant pour pouvoir recevoir un organe le plus tôt possible. Après, il y a des critères autres qui sont, si c'est pour un cœur, par exemple, si c'est un donneur qui a malheureusement décède à 25 ans et que le receveur, il en a 60-65, il y a de fortes chances que la pompe que les chirurgiens cardiaques vont lui mettre, la pompe d'un sujet jeune qui fait du sport et tout ça, elle sera trop forte pour le receveur de 60-65 ans et qui risque de faire des complications cérébrales parce que la pompe elle marche trop fort et puis elle fait péter les vaisseaux qui sont à l'intérieur de la tête. C'est des complications. Donc il y a un certain rapprochement, on va dire plutôt par décennie, entre guillemets, pour l'âge donneur-receveur. Mais de toute façon, on essayera, même si c'est une grande différence d'âge, mais que c'est le seul receveur qui est compatible avec cet organe, il sera quand même potentiellement greffé s'il n'y a pas trop de risques. La greffe, la transplantation, c'est une école d'appréciation du bénéfice et du risque. C'est les greffeurs, ils sont en permanence avec cette préoccupation d'équilibre. Est-ce que j'ai ce greffon, il n'est peut-être pas tout à fait optimal pour la personne qui est en attente, mais peut-être que si je ne le prends pas et si le patient n'est pas greffé maintenant, soit il va mourir, soit il n'aura pas de greffon avant 6 mois ou 9 mois. Donc voilà, les greffeurs sont toujours dans cette discussion-là du rapport bénéfice-risque pour le receveur, puisqu'il faut essayer d'avoir un système le plus efficace et le plus efficient possible. Allez-y. Est-ce que vous pouvez nous parler du greffon, enfin du moment où il y a à partir du moment où il y a une personne qui meurt ou qui décide de donner un de ses organes, jusqu'à la transplantation, enfin un peu aussi. Faire un peu la séquence. Donc après le décès, il y a le prélèvement chirurgical des organes. C'est un prélèvement chirurgical comme un geste chirurgical chez quelqu'un qui est vivant. C'est les mêmes contraintes opératoires, c'est le même respect du corps, bien sûr, et de restitution. Les organes, ensuite, ils sont, par exemple, à Annecy, comme il n'y a pas de transplantation, les organes qui sont prélevés à Annecy, ils vont être transportés soit par l'équipe qui a fait le prélèvement,
soit par taxi ou navette ou la SNCF, suivant le degré d'urgence à la transplantation. Donc les chirurgiens cardiaques, par exemple, quand ils viennent prélever un cœur à Annecy, s'ils viennent de Paris, par exemple, ils viennent en avion, ils font le prélèvement cardiaque, ils repartent avec le cœur dans un milieu de conservation qui est à 4 degrés à peu près, qui permet de conserver les fonctions cellulaires, et ils vont greffer le cœur à Paris. Et tout ça, il faut qu'ils puissent, en transplantation cardiaque, réaliser la greffe en moins de 4 heures pratiquement. Donc, il faut qu'ils rentrent à Paris et qu'ils greffent en moins de 4 heures. Je ne sais pas si vous voyez les... Donc c'est pour ça qu'on préfère avoir le plus de proximité géographique, parce qu'on perd moins de temps quand même pour ça. Les transplantations pulmonaires, c'est la même chose. En transplantation pulmonaire, il faut le délai, c'est de 8 heures maximum. Et les chirurgiens préleveurs repartent avec leurs organes, toujours pareil, dans un milieu qui permet de les conserver en hypothermie, avant la transplantation. La transplantation hépatique, c'est à peu près la même chose, mais il y a en général plus de délai, ça peut aller jusqu'à 12 heures environ. Et puis en transplantation rénale, là, il y a un peu plus de temps pour s'organiser. On dit moins de 18 heures pour certains reins, puis ça peut aller jusqu'à 24 ou 36 heures ensuite. Et en transplantation rénale, il y a même un système nouveau qui s'appelle des machines de perfusion rénale, où le rein, une fois qu'il a été prélevé par les chirurgiens, au lieu d'être laissé dans un milieu froid et liquide, il est mis sur une machine qui permet de perfuser avec un soluté de préservation jusqu'à ce qu'il soit greffé. Donc ça, c'est, pour l'instant, les machines de préservation, ça existe pour les reins, ça va être implanté pour les foies, et puis ça n'existe pas encore en France pour le poumon et ni pour le cœur. Est-ce que ça répond à... Pas tout à fait. Après, il y a, enfin, pour finir la boucle, il y a il y a le receveur, lui, il va dire, il va être informé qu'il a un greffon qui est compatible avec lui. Il va être invité à rejoindre son centre de greffe pour être opéré. Il faudra qu'il soit réévalué médicalement pour être sûr qu'il n'y a pas de contre-indication qui soit apparue entre la dernière consultation avec le chirurgien greffeur puis le moment de l'intervention chirurgicale. Et puis après, il est endormi, il a la transplantation d'organes qui le concerne et il reste entre quelques jours et quelques semaines à l'hôpital après la greffe pour la mise en route du traitement immunosuppresseur et puis la réhabilitation, bien sûr, pour pouvoir essayer de retrouver une vie normale. L'objet de la transplantation, quel que soit l'organe, c'est d'essayer de remettre des gens qui ne pouvaient plus vivre normalement sur leur niveau de vie, de relations sociales qu'ils avaient avant. Quelques mois après avoir eu l'organe, est-ce qu'il est lourd? Est-ce qu'il y a beaucoup de médicaments qu'il faut avoir, qu'il faut prendre pour le traitement immunosuppresseur, c'est assez lourd, hein. C'est en général 3 à 4 comprimés matin et soir. Ça concerne des médicaments qui jouent sur l'immunité humorale et cellulaire. Et ce traitement, il peut entraîner des complications, notamment d'infections plus fréquentes et puis de tumeurs plus fréquentes. Parce que dans la guérison des tumeurs, il y a besoin de la reconnaissance justement de quelque chose qui n'est pas de soi, hein, par l'organisme. Et donc quand on met des traitements qui diminuent ou plutôt qui augmentent la tolérance, et ça va favoriser aussi la survenue des cancers. Donc les greffés ont plus notamment des consignes de protection au niveau du soleil, parce que les cancers de la peau sont très fréquents chez les patients qui ont un traitement immunosuppresseur pour une transplantation. C'est un traitement, oui, qui est assez lourd, puis qui a des effets secondaires, qui abîme un peu les artères, qui peut abîmer un peu le fonctionnement des neurones. Enfin, c'est comme tout médicament puissant, c'est pas anodin ni sans risque d'effets secondaires, bien sûr. Il y a combien de patients à peu près chaque année qui subissent bénéficient de transplantation?
Alors on va plutôt dire oui, bénéfice à la transplantation, parce que vraiment, je ne sais pas si vous avez dans votre entourage des gens qui ont été greffés, mais enfin, ils ont une vie qui est transformée. Hein. La greffe, c'est vraiment quelque chose qui, tout le monde le dit, c'est revivre, quoi, en fait, hein, pour eux. L'année dernière, il y a eu presque 6000 transplantations d'organes en France. Pour les 12 000 enfin si on compare avec les 12 000 qui sont en attente de transplantation dont je vous parlais au début, c'est environ 6 000 greffes. Ces 6 000 greffes, le gros de la cohorte, c'est de la transplantation rénale qui représente plus de 3 000 reins l'année dernière. Il y a 1500 transplantations, 1600 transplantations hépatiques. Et le reste se répartit entre transplantation pulmonaire et transplantation cardiaque. Ça répond à la question. Il y a, en France, il y a environ une trentaine d'hôpitaux, enfin de CHU qui font, hôpitaux universitaires, qui font de la transplantation d'organes. Il n'y a que la transplantation, c'est réservé aux hôpitaux universitaires. Donc c'est 6000 greffés à peu près, ça représente, je crois, 110 ou 120 équipes de transplantation. Parce qu'il y a une équipe, il y a des spécialistes pour le cœur, des spécialistes pour le poumon, des spécialistes pour le foie et des spécialistes pour le rein. Chaque organe a son équipe chirurgicale et médicale pour la suite de la transplantation. Et pour les dom-toms, comment ça marche? S'il y a un besoin de greffe dans un dom? Alors ça dépend alors, de mémoire. La Réunion, ils font de la transplantation rénale, prélèvement et transplantation rénale, comme ça reste sur l'île. Les deux Antilles, enfin les Guadeloupe et Martinique, c'est la même chose. Ils ont la transplantation rénale qui est possible sur site. Et puis sinon, quand c'est d'autres organes, le plus souvent, ils sont obligés de se déplacer en métropole pour pouvoir être, notamment dans la période d'attente, enfin d'inscription, plus la période d'attente d'un greffon, être en métropole pour pouvoir être à temps quand il y a un organe qui est disponible pour la transplantation. Et la Nouvelle-Calédonie s'est organisée avec l'Australie, essentiellement. Oui. Je ne sais pas s'il est-ce qu'il y a des conditions pour être donneur, par exemple? Est-ce que vous prenez les reins et les poumons des fumeurs et de ceux qui boivent ou aucun cas? Alors il y a des conditions qui relèvent de ce qu'on appelle de la sécurité sanitaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas ou minimiser le risque de transmission d'un virus ou d'une bactérie à quelqu'un qui va avoir en plus un traitement qui va diminuer sa réponse à l'infection. Donc ça c'est la sécurité, ce qu'on appelle la sécurité sanitaire. Donc on fait tout un tas de tests, notamment les sérologies VIH, hépatite B, hépatite C. Mais il y a maintenant ce qu'on appelle des protocoles dérogatoires, c'est-à-dire quelqu'un qui est porteur du VIH ou de l'hépatite B ou de l'hépatite C, si sa maladie virale est bien contrôlée par le traitement antiviral, il peut y avoir un prélèvement et un don pour quelqu'un qui est dans la même maladie et qui a besoin de l'organe. Mais ça restera entre patients qui ont, par exemple, qui sont porteurs et traités pour le VIH. Après, les autres conditions, c'est surtout de l'évaluation, pas tellement le facteur de risque, mais surtout l'évaluation. C'est-à-dire qu'on peut prélever et être donneur de poumons, même si on a fumé, à condition que l'évaluation qu'on fait par le scanner, par ce qu'on appelle une fibroscopie bronchique chez le donneur, montre qu'il n'y a pas trop de retentissement et puis que ce qu'on appelle les gaz du sang, donc la capacité à absorber l'oxygène et à restituer le dioxyde de carbone, fonctionne bien. On peut, même en étant fumeur, ce qui est le plus mauvais en général en transplantation, c'est
chez les gens qui ont souvent plus de 50 ans et un tabagisme ou d'autres facteurs de risque. C'est ce qu'on appelle l'athérosclérose, les plaques de calcaire, entre guillemets, qui se mettent sur les artères et qui, là, gênent beaucoup à la fois la transplantation. Les artères, au lieu d'être souples, elles deviennent un peu plus dures. Donc, pour faire de la couture, de la suture, c'est plus difficile. Et puis, le traitement immunosuppresseur a aussi tendance à abîmer les artères. Donc, si on met des artères abîmées avec un traitement immunosuppresseur, en plus qui va abîmer les artères, ben, le greffon peut ne pas fonctionner très, très longtemps. Voilà, donc c'est des facteurs essentiels. Il n'y a plus trop de limite d'âge, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut être donneur d'organes jusqu'à 80-85 ans après son décès. Les donneurs vivants, en général, c'est plutôt moins de 60, quoi, hein. Ça peut être jusqu'à 70, mais en général, c'est plutôt moins de 60. Et chez les donneurs décédés, on peut aller jusqu'à 80-85 ans, notamment pour le foie, parce que le foie, quand il n'y a pas d'imprégnation en alcool, s'il n'y a pas de prise de médicaments un peu toxiques au long cours pour le foie c'est un organe qui se prête très bien à la greffe, même à partir d'un donneur âgé. Pourquoi est-ce que le don il doit être anonyme? Alors pourquoi il doit être anonyme? Je pense que c'est une grosse protection, l'anonymat sur le don, à partir d'une personne décédée. L'anonymat sur le don, c'est une garantie quand même d'égalité d'accès à la greffe, c'est-à-dire qu'on peut pas donner, s'il n'y avait pas l'anonymat, c'est la condition aussi pour que un organe soit proposable à tous ceux qui en ont besoin. Si ce n'était pas anonyme, il pourrait y avoir une pression de telle personne qui a besoin d'un organe sur telle ou telle équipe ou autre personne qui pourrait... voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important. Et puis parce que pour les questions de tolérance psychologique à la transplantation, à l'autre en soi, entre guillemets, pour les philosophes, et ben, l'autre en soi, c'est des questions un peu perpétuelles qui peuvent tourner à des pathologies psychiatriques qui sont de l'identification au donneur, de harcèlement de la famille du donneur, enfin, voilà, c'est un moyen de protection de ce système et je pense une grosse garantie sur l'équité d'accès à la greffe. Je ne sais pas si la réponse est satisfaisante, mais et puis c'est une décision qui a été légiférée voilà, il y a assez rapidement, quoi, hein. La première greffe rénale, en France, c'est dans les années 50. C'est un jeune homme, c'est l'équipe de Jean Burger à Paris qui a fait ça. C'est un jeune homme qui avait eu un accident de vélo, je crois, quelque chose, qui a perdu son rein par le traumatisme et malheureusement il était né avec un seul rein. Donc il est arrivé le fait de l'opérer et de le sauver entre guillemets du traumatisme du rein, ça le condamnait à mourir d'insuffisance rénale terminale, puisqu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de moyens autres que et donc c'est la mère du jeune homme qui a donné son rein pour qu'il puisse être greffé et que le jeune homme puisse revivre, malheureusement que pendant quelques semaines, puisqu'après est survenu, même entre mère et fils, est survenu le phénomène du rejet qui a exclu le rein du donneur. Donc ça c'est la première greffe de rein en France. C'est le ministère de la Santé qui contrôle les greffes d'organes, mais par exemple, est-ce qu'une personne qui ne possède pas la nationalité française pourrait donner un organe à un membre de sa famille qui, elle, la possède? Enfin, est-ce que ça rentre en compte? Alors, en France, tous les donneurs, alors pour les donneurs vivants, je ne pourrais pas répondre à ta question, parce que je n'ai pas la connaissance de ça. C'est-à-dire que si quelqu'un à l'étranger veut donner un rein à quelqu'un qui est en France, je pense que ce n'est pas possible,
mais je n'en suis pas certain. Pour les patients, enfin les personnes étrangères qui sont en France, qui décèdent en France malheureusement suite à un accident par exemple, eux ils peuvent être donneurs d'organes s'ils sont dans un régime qui est le régime de voyage touristique, enfin non considéré résident français. C'est la réglementation de leur pays qui compte en termes de possibilités de don d'organes. Et s'ils sont considérés comme résidents, les gens qui travaillent en France sans être forcément de nationalité française, eux après ils sont considérés comme étant soumis au régime français. On considère qu'ils travaillent en France. C'est des textes qui précisent. C'est comme une région frontalière avec la Suisse. Quelqu'un par exemple qui habite en Suisse voudrait donner un rein à une personne de sa famille. Voilà, s'il y avait ça en France. Alors ça, par exemple, pour le donneur vivant. Pour le donneur vivant, je pense qu'entre la Suisse et la France, il y a une possibilité. Mais c'est assez compliqué, je pense quand même. C'est assez compliqué parce qu'il faut passer par là les histoires de remboursement de l'assurance maladie, donc je pense que c'est assez compliqué. Et que pour le donneur vivant, il y a, je ne voulais pas préciser tout à l'heure, mais il y a un juge, il y a une décision juridique qui doit intervenir pour confirmer qu'il n'y a pas de lien de subordination entre le donneur et le receveur. En termes juridiques, entre la Suisse et la France, ça doit coincer un peu, je pense, parce que ça m'étonnerait qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur ce terme. Est-ce que c'est possible de faire plusieurs fois la même greffe sur le même individu? Enfin, par exemple, de greffer un cœur et ça ne marche pas, donc de l'enlever et d'en greffer un autre. Alors la retransplantation, c'est possible. Il y a plusieurs indications. Malgré les précautions qu'on prend pour identifier le meilleur donneur pour ce receveur en groupe sanguin, en typage HLA, en caractéristiques morphologiques, il peut y avoir ce qu'on appelle une non-fonction primaire. Donc une non-fonction primaire du cœur, enfin ça vous parle, la non-fonction primaire, on met le cœur et il ne marche pas, il ne redémarre pas. Donc on repart, le patient repart sur une assistance circulatoire qui remplace le cœur, qui peut remplacer le cœur pendant quelques jours, mais il devrait être retransplanté. Donc ça c'est possible. Et puis, ça c'est les situations aiguës. C'est pareil pour le rein par exemple, il peut y avoir une non-fonction primaire du rein. Là le rein c'est un peu moins gênant, enfin c'est moins vital, puisque le patient repartira en hémodialyse pour plusieurs mois, mais on peut après le retransplanter. En transplantation hépatique aussi c'est possible. En transplantation pulmonaire, la retransplantation c'est souvent un peu plus compliqué quand même, pour des questions de technique chirurgicale, de suture et tout ça, enfin d'anatomie et de technique. Et puis après on peut avoir un greffon pendant 5-10 ans, puis il a bien fonctionné, et puis après le vieillissement de l'organe est un petit peu plus rapide qu'un vieillissement normal, l'organe greffé, et donc il peut y avoir besoin d'une retransplantation au bout d'une dizaine ou une quinzaine d'années, ça c'est possible aussi. L'inconvénient de la retransplantation, c'est que vous avez déjà eu un phénomène d'introduction d'un autrui à l'intérieur du corps, donc vous avez déjà développé des anticorps contre cette personne, enfin contre les antigènes de cet organe, et puis si on vous retransplante, on va vous remettre encore un corps, enfin des anticorps différents. Donc là, plus on retransplante, plus les difficultés immunologiques sont importantes. Trouver le bon greffon déjà, ce qui va être le greffon, il va falloir qu'il soit à peu près compatible non seulement avec l'histoire, enfin le patrimoine antigénique du receveur, mais du premier greffon. Donc vous voyez que ça complique beaucoup la situation de la retransplantation. C'est pour ça qu'il y a plus de retransplantation en transplantation hépatique, parce que le foie est plus immunotolérant que les autres organes. Donc nous on a un greffé qui intervient avec nous quand on fait
des campagnes d'information dans les lycées comme ici. Des fois, lui, il a eu trois greffons hépatiques. Il arrête les interventions parce qu'il se juge trop vieux, mais il a 78 ans et il est en pleine forme. Il a eu trois transplantations hépatiques au total depuis l'âge de 40 ans. Tu as une question? On peut savoir, mais je crois que c'est la réponse, si c'est possible de greffer plusieurs organes sur la même personne. Par exemple, un poumon, un cœur, un rein sur la même personne. Oui, alors 2, oui. 3, ça devient plus compliqué. Mais 2, c'est assez fréquent. Ça dépend des pathologies. Mais donc, il y a quelques transplantations cœur-poumon pour certaines maladies pulmonaires qui retentissent trop sur le cœur, avec un cœur qui ne fonctionne plus. La transplantation cœur-poumon, c'est entre 15 et 20 greffés par an en France. Donc, c'est vraiment marginal. Et puis après, il y a des organes qui sont greffés en même temps, le foie et le rein, ou le rein et le pancréas, chez les diabétiques. Vous savez ce que c'est le diabète insulinodépendant? Non. Le pancréas sécrète de l'insuline pour pouvoir absorber le glucose et faire fonctionner le glucose. Et chez les diabétiques, il y a une disparition de cette sécrétion d'insuline avec des gros troubles du glucose et du métabolisme qui retentit assez rapidement en général sur le fonctionnement des reins parce que ça abîme les petites artères le diabète abîme les petites artères qui sont à l'intérieur des reins. Et donc souvent on peut proposer, alors il y a peu de centres qui font ça en France, il y a Lyon, il y a Nantes, il y a une équipe à Paris, une à Lille, où ils font des greffes de reins et de pancréas pour à la fois guérir l'insuffisance rénale et le diabète. C'est-à-dire, les doubles greffes, c'est toujours très compliqué, à la fois comme technique et puis un retentissement immunologique et fonctionnel, c'est encore un niveau de complexité bien plus important. Mais parce que le simple fait de greffer un foie, ça peut guérir du diabète? Un pancréas. Un pancréas. Ouais. Ça peut guérir du diabète. C'est un diabète de type 1, c'est-à-dire par manque d'insuline, et si le fonctionnement du greffon pancréatique marche bien. Pour le pancréas, les évolutions, c'est moins maintenant, enfin de moins en moins, je dirais, le pancréas total organe, parce que c'est assez compliqué chirurgicalement, et de plus en plus ce qu'on appelle les îlots, la transplantation, la greffe d'îlots, c'est les îlots de Langerhans, je ne sais pas si ça vous dit. Les îlots de Langerhans, c'est les petites cellules qui sont à l'intérieur du pancréas et qui sécrètent l'insuline. Et maintenant, il y a des techniques de préparation justement de ces cellules, d'isolement de ces cellules, de multiplication et de réimplantation uniquement des îlots de Langerhans, en général dans le foie, pour pouvoir corriger le diabète, le manque d'insuline qui existe chez le sujet jeune, parce que le diabète de type 1, c'est le sujet jeune en général. Est-ce qu'une personne qui subit une greffe pulmonaire, il aura plus de chances de contracter une maladie qu'une personne qui n'aura pas subi de greffe, qui aura ces deux poumons normaux? Alors, la transplantation pulmonaire, en général, pour les gens jeunes qui sont greffés du poumon en France, c'est quoi la maladie principale qui fait indiquer des greffes pulmonaires? Vous avez une idée, non? C'est la mucoviscidose. Ça vous dit quelque chose, non? Grégory Le Marchal, ça vous parle encore ou non, vous ne connaissez plus? La mucoviscidose, c'est une maladie, globale, hein, parce que la première atteinte, c'est le poumon, mais après, il y a le rein et d'autres organes éventuellement, mais la première atteinte, c'est le poumon. Donc ça, c'est la première cause de transplantation, enfin, la première indication de transplantation pulmonaire en France. Et donc, le poumon sain qui est greffé à quelqu'un qui a une mucoviscidose, il est soumis à un peu plus de risque d'infection,
mais il va quand même permettre la survie du jeune qui a été greffé, parce que c'est sa seule solution. Je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Oxygène. Non, c'est un film qui est fait, c'est un très beau film à voir qui est fait sur un centre de mucoviscidose qui est c'est un film hollandais, et ils ont, comme souvent dans les pays bien civilisés, il y a des centres de prise en charge de la mucoviscidose, des centres experts. Et c'est l'histoire de 2-3 adolescents qui sont porteurs de la mucoviscidose, dont un qui est en attente de transplantation, enfin en urgence d'attente de transplantation. Et puis finalement, c'est son collègue qui va recevoir le poumon qui lui était destiné. C'est un peu c'est des histoires vraies, ça en fait. Hein. Les centres de muco, ils se connaissent tous, parce qu'ils passent des années et des années ensemble. Voilà. Et donc l'infection, elle sera plus fréquente que du fait de l'immunosuppression, mais elle sera moins fréquente. Les mucos, ils gardent en général un poumon qui a la muco, puis ils ont leur poumon greffé. En général, ils greffent le droit parce qu'il y a plus de capacité pulmonaire sur le droit que sur le gauche. Et donc, ils gardent souvent le poumon gauche qui est porteur de la mucoviscidose, et qui risque d'ensemencer le poumon droit. C'est la complication principale infectieuse. C'est plutôt les germes qui étaient dans le poumon gauche qui vont infecter le poumon droit qui est greffé, plus que l'extérieur. En fait. Est-ce que vous savez si la médecine elle a des pistes pour une alternative aux médicaments qui permettent d'empêcher le rejet de l'organe? Alors, les pistes de recherche dans ce domaine-là, ça passe par... je ne me souviens plus comment s'appelle la technologie, mais ça passe par l'exploitation des cellules souches hématopoïétiques. Vous savez ce que c'est? Non? C'est les cellules qui sont... il y a les cellules qui sont dans la moelle, qui sont les plus dans la moelle osseuse, qui sont les plus nombreuses. C'est les cellules qui sont précurseurs des cellules. Pratiquement toutes les cellules de l'organisme ont tout le patrimoine génétique. Hein. Ça, c'est un des miracles de la nature. C'est que, en théorie, on a dans toutes nos cellules tout ce qui nous permet de faire un organisme. Après, c'est les agencements de ces duplications de cellules, de leurs relations morphologiques, qui font un organe et puis qui finissent par faire quelqu'un qui se tient à peu près droit et qui a les deux oreilles à la même hauteur. Enfin, moi, ça m'a toujours fasciné, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on arrive à partir d'une cellule à construire quelque chose d'aussi complexe et qui marche aussi bien, c'est quelque chose qui est quand même assez fascinant. Fini la digression. Revenons à la question. Les pistes de recherche, c'est ces cellules, avec ce qu'on appelle des systèmes conformatifs. Il y a des équipes qui commencent à travailler sur des organes artificiels. Par exemple, sur le rein, qui est un organe où vous savez à peu près ce que c'est, hein, que le rein, il y a des cellules qui vont filtrer le sang, en produisant d'abord beaucoup d'eau, et puis d'autres cellules qui vont réabsorber beaucoup d'eau, puis laisser que les déchets, et puis finalement ça passe dans la vessie, et vous pissez que 2 fois, 3 fois, 4 fois dans la journée, environ 2 litres, alors qu'il y a eu 250 litres de sang qui ont été filtrés par cet organe. Donc c'est un système de filtre assez efficace. Et le rein, ça n'a pas une complexité morphologique très importante. Mais en mettant avec des imprimantes, ce qu'ils font maintenant avec des imprimantes 3D, ils arrivent à faire le support du tissu conjonctif, c'est-à-dire distribuer un peu l'architecture de toutes ces cellules dans le rein qui ont un support architectural comme une charpente, en fait. Mettre des cellules souches sur ce support avec des milieux de culture, des facteurs de croissance, des facteurs de différenciation, et finalement il va y avoir une colonisation progressive de cet organe artificiel qui fonctionnellement va pouvoir ressembler à un rein et au même fonctionnement que le rein. Ça existe pour le foie, il y a des équipes qui travaillent pour le cœur avec le support morphologique, donc je dirais entre ces débuts de travaux et la mise en œuvre en clinique, je pense qu'il faudra compter entre 30 et 40 ans
développement. Sauf si les développements s'accélèrent beaucoup, mais c'est quand même très très compliqué. L'autre piste, c'est pour certains organes, c'est de mettre des cellules souches directement dans l'organe lésé et des facteurs un peu de multiplication. C'est-à-dire que ça se fait un peu pour le cœur quand les gens ont fait un infarctus, par exemple, il y a moins de muscles cardiaques et il y a des équipes qui mettent des cellules souches à l'intérieur du myocarde directement pour espérer qu'avec le temps, elles se multiplient, elles refassent ce qu'on appelle des myocardiocytes, du muscle cardiaque, pour essayer de récupérer la pompe. Et là, ça peut marcher parce que le support morphologique de l'organe, il est déjà présent. Les cellules, pour se différencier, elles ont besoin d'un support morphologique initial pour pouvoir se multiplier. Donc ça existe, il y a des pistes de recherche, toujours sur les cellules pour les gens qui ont un traumatisme médulaire avec une section de la moelle épinière. Il y a des équipes qui sont en phase préclinique de réimplantation de cellules souches pour essayer de faire régénérer la moelle épinière. Ça pose pas de problème en France de travailler sur les cellules souches? Alors c'est très réglementé ça. L'encadrement, c'est que tous les protocoles expérimentaux en France avec les cellules souches doivent être déclarés à l'agence de biomédecine pour ne pas avoir de dérives comme il y a dans certains laboratoires américains où il y a tentation de vie éternelle et compagnie. Enfin, aux États-Unis, il y a des fous, hein, je crois. Au plus aucun sens médical et de la santé, je pense. Oui, les cellules souches. Donc ça existe, c'est encadré. Et beaucoup d'équipes travaillent à partir de cellules souches de sang de cordon ombilical après la naissance. Parce que c'est un sang qui contient beaucoup de cellules souches, donc ça peut permettre de faire beaucoup de choses. Dans les 12 000, 13 000 personnes attendant une transplantation, c'est à peu près combien le taux de transplantation de certains organes? Alors, donc environ 12 000 en attente, environ 1 000 greffes de rein, environ 1 500 greffes de foie. La différence, ça se répartit entre un peu moins de 500 greffes hépatiques et cardiaques et pulmonaires qui sont réalisées en France. Après, les temps d'attente ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que, et ça c'est une des inégalités qui reste dans le schéma français de cette chaîne de solidarité dont je vous parlais au début. C'est-à-dire que pour le rein, par exemple, la transplantation rénale, il vaut mieux être de groupe sanguin A et avoir 70 ans qu'être de groupe sanguin B et être une femme de 30 ans. La femme de 30 ans en transplantation... Je m'appelle la femme de 30 ans en attente de transplantation rénale, en France, actuellement, le temps d'attente doit être de l'ordre de 6 ans. Comment? Et ben, pour la transplantation rénale, elle est en hémodialyse, donc elle fait des séances de dialyse à l'hôpital en général 3 à 4 fois par semaine pendant 4 heures. Souvent, elle peut pas, oui, c'est difficile de pouvoir travailler. Donc ça, c'est des inégalités qui sont liées à la répartition des groupes sanguins en France. Il y a plus de O, de A que de B ou de AB. Et puis, au fait que la femme jeune, soit qu'elle a déjà eu des enfants, soit elle a eu souvent des fausses couches, la femme est soumise à des alertes immunitaires qui sont bien plus importantes que l'homme. Et donc, elle a développé plus d'anticorps anti-HLA que l'homme au même âge. Voilà. Donc c'est des choses. Donc maintenant, il y a des techniques pour essayer de diminuer cette expression des anticorps, justement pour que les femmes jeunes puissent essayer d'accéder à la greffe assez rapidement.
En transplantation cardiaque, les délais d'attente en France, c'est de l'ordre de 7 ans. La transplantation hépatique, la moyenne, c'est de l'ordre de 9 ans. Et puis, la transplantation rénale globale, sans les cas particuliers, c'est 2 ans et demi à peu près. Alors justement, comme là on va bientôt terminer, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de familles qui refusent le prélèvement d'organes et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les petits bouts... Alors déjà, essayez de vous convaincre que la greffe c'est important, parce que si on fait du don et du prélèvement que parce que la greffe ça sauve des gens. Donc ça c'est le premier maillon de solidarité. Le deuxième est réglementaire et je suis un peu gêné pour le dire, mais je ne suis pas très d'accord avec ce qu'a proposé le ministère et Jean-Louis Touraine dernièrement, de rappeler qu'en France tout le monde est considéré comme étant donneur d'organes, donc ça c'est le cadre réglementaire, mais que maintenant, si les familles s'opposaient au don d'organes, il faudrait qu'elles signent un papier aux équipes médicales et infirmières qui font l'entretien. Et ça, c'est quelque chose qui va à l'encontre de comment on fait la médecine maintenant. On essaie de comprendre les gens, on essaie d'établir une relation de confiance et pas de signer des papiers. Donc, l'opposition, elle concerne le sujet et c'est la volonté du défunt qui fait foi. Et s'il n'y a pas d'opposition témoignée auprès des proches ou sur le registre national du refus, eh ben, il faut essayer de construire une décision avec les proches pour leur faire comprendre que le prélèvement d'organes, c'est ce qui doit être proposé dans cette situation quand c'est faisable. Et puis c'est aussi la façon de pouvoir améliorer ou même sauver des vies pour certains organes. Et est-ce que les gens, s'ils ont une carte de donneur, ça facilite ou... Alors la carte de donneur d'organes, ça facilite beaucoup le travail notre travail au quotidien pratiquement. Moi, je vous en ai amené avec des brochures si vous voulez pour la fin, je ne vous ai pas mis ça au début. Quand on a une carte de donneur, eh ben, c'est plus simple pour nous de voir les familles et de leur dire, ben, vous voyez, la personne, enfin, votre mari ou votre sœur qui est décédée, elle voulait donner ses organes. Voilà, on part déjà sur la volonté de la personne qui est connue. On respecte d'abord la volonté de la personne. Ouais. Ça fait comment les donneurs qui ont des cartes de donneurs? Alors, actuellement on va dire sur Annecy, parce qu'on connaît dans la moitié des cas, on sait que la personne voulait donner ses organes. Après, il y a dans les 50% qui restent, il y a 25% d'opposition qui sont exprimées d'emblée aussi. Et puis il y a 25% d'indécis, entre guillemets, où là, ben, il faut faire tout le travail d'explication dans un contexte qui est très dramatique, puisque la personne vient de décéder et on va demander aux proches ce qu'il faut faire. Donc c'est pour ça que si vous en parlez, si vous vous positionnez si vous en parlez à vos familles et tout ça, c'est bien plus simple en termes de retentissement dans ce moment-là et de décision à prendre. Dernière question peut-être. Et si par exemple la personne n'était pas majeure et elle a la carte de donneur, mais les parents ils sont pas d'accord? Alors ça c'est des situations au cas par cas et en général c'est la volonté des parents qui s'impose. On vous remercie beaucoup pour votre prestation. Donc les jeunes, on en reparlera en cours dans un moment venu.